Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On va commencer notre séance par l'apport de David Ricardo. David Ricardo, économiste anglais du XIXe siècle, fils d'un couturier juif qui avait immigré de Hollande. Il travailla pour le compte de son père dès l'âge de 14 ans. Il s'établit à l'âge de 20 ans pour son compte. David Ricardo devint agent de change et député. Donc, dans l'ensemble des analyses ricardiennes, on peut mettre en lumière trois d'entre elles: sa théorie de la valeur, celle de la répartition et enfin celle du commerce international. Au départ de la théorie ricardienne de la valeur se trouve Smith et son opposition entre valeur d'usage et valeur d'échange. La valeur d'usage d'une marchandise, c'est l'utilité que la marchandise nous procure. La valeur d'échange, c'est la valeur contre laquelle elle peut s'échanger, c'est-à-dire son pouvoir d'acheter d'autres biens. Smith, que Ricardo suit entièrement sur ce point, refuse d'envisager l'utilité comme source de valeur. C'est ce qu'il montre dans son célèbre paradoxe de l'eau et du diamant. L'eau, indispensable à la vie, a une forte valeur d'usage, mais un prix de marché relativement faible. Le diamant, assez peu utile, a une faible valeur d'usage, mais un prix de marché important. Pour Ricardo, la valeur d'échange d'un bien repose sur deux fondements: la rareté et la quantité de travail nécessaire à la production du bien. Pour les biens non reproductibles, leur valeur est déterminée par leur rareté. Pour les biens reproductibles, leur valeur est déterminée par la loi de la valeur travail, c'est-à-dire que la valeur d'échange des marchandises est déterminée par la quantité de travail nécessaire à leur production. Autrement dit, le prix d'une marchandise est mesuré par la quantité de travail nécessaire pour la produire. Donc, la variation de la quantité de travail fixée dans une marchandise entraîne automatiquement une variation de son prix. C'est la théorie ricardienne de la valeur travail incorporée. Ricardo aborde ensuite deux problèmes cruciaux. Tout d'abord, l'hétérogénéité du travail. Les travaux ne sont pas les mêmes. Comment donc déterminer la valeur d'échange de deux marchandises qui nécessitent des types de travaux distincts pour leur production? Deuxième problème, les marchandises ne sont pas faites qu'avec du travail, mais aussi avec des machines. Comment estimer alors la valeur d'une marchandise? À la première question, Ricardo ne répond pas directement à cette objection, mais indique que l'argument n'invalide pas sa théorie, car la réalité montre que deux biens semblables réalisés à partir de travaux hétérogènes n'ont pas la même valeur. À la seconde question, Ricardo répond: une machine est faite de travail. C'est du travail indirect. La valeur d'une marchandise est donc la somme du travail direct et indirect nécessaire à sa production. Un autre aspect important de la pensée économique de Ricardo est la théorie de la répartition des revenus. Comme Adam Smith, il distingue trois grands types de revenus: la rente foncière, le salaire et le profit. La rente, c'est ce qu'on paie aux propriétaires terriers pour exploiter la terre. Autrement dit, c'est le loyer payé par le fermier au propriétaire de la terre et qui lui donne le droit de cultiver cette terre. Les terres étant de qualités différentes, le propriétaire peut exiger un loyer d'autant plus élevé que la fertilité de la terre est grande. Le fermier est un capitaliste puisqu'il avance un capital productif pour cultiver cette terre. Pour la détermination du salaire, Ricardo a fait une distinction entre le salaire naturel et le salaire courant. Le salaire naturel correspond au minimum de subsistance mesuré par le prix des biens nécessaires pour que l'ouvrier puisse reconstituer ses forces
et faire vivre sa famille. Ce minimum physiologique est stable sur le court terme, mais il évolue dans le temps. Le prix courant, c'est le salaire qui se fixe en fonction du jeu de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Il tend à se rapprocher du prix naturel, même si la croissance peut être favorable aux salariés, car dans ces périodes, le salaire se fixe à un prix courant supplémentaire au prix naturel. Concernant le profit, il est considéré comme étant un résidu. C'est ce qui reste du produit de la terre une fois payés les salaires et les rentes. Pour Ricardo, plus les salaires sont élevés, plus les profits sont bas. Or, les salaires dépendent du prix du blé, donc dépendent de la rente. Autrement dit, plus la rente est élevée, plus le profit est bas. Dans le domaine du commerce international, Ricardo a formulé la théorie des avantages relatifs. Il s'agit de la théorie des coûts ou avantages comparatifs. Jusque-là, on mettait en avant les coûts de production absolus. Si un pays, par exemple, avait l'avantage pour un produit et un autre pour un deuxième produit, on aurait tout intérêt à ouvrir les frontières et à pratiquer la liberté des échanges et la spécialisation qui doit en résulter. Mais si un pays est avantagé pour tous les produits, on pensait qu'il n'était alors plus intéressant d'ouvrir les frontières. Ricardo bouleverse cette analyse en mettant l'accent sur les coûts comparatifs. Pour le faire comprendre, il part d'une situation comprenant deux pays et deux produits avant de généraliser l'analyse à plusieurs pays et plusieurs produits. Prenons l'exemple de l'Angleterre et du Portugal, qui produisent deux biens, du drap et du vin. Supposons que les coûts de production pour une unité de ces produits, exprimés en heures de travail, soient les suivants. L'Angleterre a des coûts de production plus élevés pour chacun des produits. Pourtant, Ricardo affirme que l'ouverture des frontières et la spécialisation seront profitables aux deux pays. Pour cela, chacun doit se spécialiser dans le produit pour lequel il a un avantage comparatif. C'est le cas du drap pour l'Angleterre, proportionnellement moins coûteux que le vin, et c'est inversement le cas pour le vin au Portugal, proportionnellement moins coûteux que le drap. Donc un pays ne doit pas se spécialiser en fonction de ses coûts absolus, mais en fonction de ses coûts relatifs. Ceci veut dire que dans certains cas, il peut être intéressant pour un pays de délaisser certaines productions, même compétitives. Autrement dit, chaque pays va donc devoir se spécialiser et échanger, même si un pays est moins productif que l'autre dans toutes les productions. Concernant Jean-Baptiste Say, il est considéré comme le principal économiste classique français. Say défend une pensée économique libérale. Il met en avant la propriété privée, la libre concurrence et un rôle de l'État aussi limité que possible. Jean-Baptiste Say présente notamment une théorie de la valeur et une théorie de l'équilibre fondée sur la loi des débouchés. Pour Jean-Baptiste Say, les richesses sont les choses que nous possédons et qui ont une valeur. La référence au principe de propriété permet à Say de distinguer deux sortes de richesses. Les richesses naturelles que la nature nous donne gratuitement, comme l'air que nous respirons, et les richesses sociales que nous acquérons par des services productifs, c'est-à-dire par des travaux. Jean-Baptiste Say rejette les distinctions traditionnelles entre valeur d'usage et valeur d'échange. Pour lui, ce qui fonde la valeur des biens, c'est uniquement leur utilité. En réalité, Jean-Baptiste Say a bien perçu que la valeur des biens était indépendante de la quantité de travail nécessaire à leur production. Un bien peut avoir un coût très élevé et ne représenter qu'un intérêt minime aux yeux des consommateurs.
Inversement, un bien peut avoir coûté peu de choses et paraître très utile au consommateur. C'est donc l'utilité qui fonde effectivement la valeur des biens, l'utilité aux yeux des consommateurs. C'est une conception subjective de la valeur, car chacun pourra avoir une opinion différente sur l'utilité d'un bien et cette opinion pourra évoluer dans le temps. Donc le motif qui fait que des choses sont demandées est leur utilité. L'utilité d'un bien est cependant liée à la production. Produire, c'est en effet donner de la valeur aux choses, en leur donnant bien sûr de l'utilité. Jean-Baptiste Say distingue trois manières de produire, par l'industrie agricole, par l'industrie manufacturière et par l'industrie commerciale. C'est-à-dire que Jean-Baptiste Say a donné une conception plus large et très moderne du secteur productif. Il ne s'agit pas simplement ou seulement de ceux qui fabriquent des biens, mais de tous ceux qui participent à la production de biens et des services, tous les participants à l'échange, y compris les intermédiaires des échanges, c'est-à-dire les commerçants. Un autre aspect important de la pensée économique de Say est la loi des débouchés. Elle affirme le principe d'équivalence entre l'offre et la demande de marchandises. Toute offre crée sa propre demande car la production induit une distribution de revenus qui est totalement dépensée. Donc la production totale est égale au revenu global distribué et qui est soit consommé, soit épargné et entièrement investi. C'est-à-dire que tous les biens sont achetés parce que le revenu est entièrement dépensé et l'épargne est totalement utilisée à l'achat de biens d'investissement. La première conséquence de cette loi est que la surproduction est inconcevable, c'est-à-dire que la demande est toujours suffisante pour acheter la production. Donc, il ne peut y avoir ni de surproduction ni de sous-consommation. La seconde conséquence est la neutralité de la monnaie par rapport à l'économie réelle. La monnaie n'a aucune influence sur l'activité économique et comme elle ne peut être demandée pour elle-même, elle ne peut être thésaurisée. Donc, selon Jean-Baptiste Say, il n'y a pas de déséquilibre global possible, pas de manque de débouchés et pas de crise durable, puisque tout accroissement de l'offre génère sa propre demande. Jean-Baptiste Say se pose donc sur ce point à Robert Malthus, qui considérait au contraire qu'une crise devrait survenir par manque de débouchés. Il est connu surtout pour ses travaux sur le problème des rapports entre la population et la production. Malthus a établi une théorie qui démontre que la croissance démographique affecte la croissance économique. La théorie de Malthus repose sur trois propositions. La loi de la population, qui stipule que lorsque la population n'est pas arrêtée par aucun obstacle, elle double tous les 25 ans et croît selon une progression géométrique. Alors que dans les meilleurs des cas, les moyens de subsistance, compte tenu des surfaces cultivables, de la fertilité des sols et de l'amélioration possible des techniques agricoles, ne croissent que selon une progression arithmétique. Malthus tire les conséquences économiques et sociales de ces deux effets. Il estime que plus la population augmente, plus l'écart entre la production agricole et les besoins de la population en produits de subsistance s'accroît. Donc, du fait de l'abondance des hommes et de la main-d'œuvre, les salaires diminuent alors que le prix de la nourriture s'élève du fait de sa rareté. Il en résulte une difficulté croissante pour se nourrir. Ceci contribue aussi à allonger la durée du travail pour compenser la perte de pouvoir d'achat subie du fait de l'évolution des salaires et des prix. En fait, Malthus propose une explication cyclique des relations entre production agricole et population. Comme cela vient d'être expliqué,
L'augmentation de la population entraîne une dégradation de la situation matérielle des couches populaires. Cette dernière provoque une réduction de la natalité, ce qui va entraîner à long terme une diminution de la population. La quatrième section de ce chapitre s'intéressera à la pensée néoclassique. Les auteurs de ce courant sont ce que l'on peut appeler les nouveaux classiques. Ils se sont surtout intéressés aux mécanismes psychologiques qui déterminent les choix individuels et au raisonnement marginaliste. La révolution marginaliste se situe au début des années 1870 et s'apparente à trois auteurs qui ont mis au point, presque simultanément et séparément, de nouveaux concepts. Il s'agit de William Stanley Jevons en Grande-Bretagne, Leo Walras en France et Karl Manger en Autriche. Les marginalistes pensent que la valeur des choses ne dépend pas réellement de leur coût de production, mais de leur utilité. Les marginalistes distinguent l'utilité totale de l'utilité marginale. Concernant la notion de richesse sociale, Walras affirme: j'appelle richesse sociale l'ensemble des choses matérielles ou immatérielles qui sont rares, c'est-à-dire qui d'une part nous sont utiles et qui d'autre part n'existent à notre disposition qu'en quantité limitée. Donc la richesse est définie par la rareté. Cette dernière est composée de deux éléments, l'utilité et la limitation de la quantité. Donc, à partir de ces données, les néoclassiques vont construire une structure économique de la société qui comprend trois facteurs. L'appropriation, qui ne porte pas sur les objets inutiles et dont la quantité n'est pas limitée. L'appropriation vise avant tout la satisfaction des besoins individuels. Ceci nous renvoie au deuxième facteur qui est l'échange. Donc, si les choses utiles et limitées en quantité ne sont pas destinées à la consommation individuelle, ils peuvent servir à se procurer d'autres choses utiles et rares, et cela par l'échange. Ainsi, l'échange découle de l'appropriation qui découle elle-même de la rareté. Il s'agit donc de la valeur d'échange ou du prix. Le dernier facteur qui détermine la structure économique de la société est la production. Alors, si la richesse sociale est définie à partir des concepts d'utilité et de limitation de la quantité, il est évident que la production vise à augmenter la richesse sociale et aura pour objectif la multiplication des biens rares. C'est ce que Walras appelle industrie. L'analyse néoclassique se base sur trois fondements essentiels: le modèle de l'équilibre général, la démarche normative et l'utilité marginale. Le modèle d'équilibre néoclassique est fondé sur la confrontation entre l'offre et la demande. Sur un marché concurrentiel, il y a plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. Seuls, ils n'ont aucune possibilité d'influer sur ce marché, mais ensemble, ils déterminent l'offre et la demande et donc le prix. La question est de savoir s'il est possible d'aboutir à l'équilibre sur le marché tel que l'offre est égale à la demande. Et plus généralement, s'il est concevable d'obtenir un équilibre général sur tous les marchés. La réponse néoclassique est que la variation des prix opère cet ajustement entre les quantités demandées et offertes. Le prix d'équilibre assure l'égalité entre l'offre et la demande sur chacun des marchés existants. Dans ce cadre, la théorie néoclassique identifie 4 marchés: le marché des biens et services, le marché du travail, le marché des titres et le marché de la monnaie. La théorie néoclassique insiste également sur l'interdépendance des 4 marchés en précisant que l'équilibre sur les marchés du travail, de la monnaie et des titres permet de conclure que le marché des biens et des services est également en équilibre. Le mécanisme qui assure l'existence de cet équilibre est l'hypothèse de la concurrence qui fait converger les prix effectifs
vers les prix d'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre général est respecté si les conditions de la concurrence pure et parfaite sont réunies. Donc, la théorie néoclassique est normative dans la mesure où les équilibres ne sont pas ce qui est, mais ce qui doit être. Il faut donc modifier le réel dans le sens des hypothèses du modèle. Autrement dit, la réalité du marché doit tendre vers les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Ces hypothèses sont la fluidité et la transparence du marché, c'est-à-dire que l'information est disponible sans coût et pour tout le monde. L'information se résume au prix. Les offreurs connaissent le prix auquel ils sont en mesure de vendre leur production. De même, les consommateurs connaissent exactement le prix de vente. L'atomicité de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'il existe un très grand nombre d'acheteurs et de producteurs, si bien qu'aucun ne peut individuellement influer sur les prix du marché. L'homogénéité des produits, c'est-à-dire que les produits offerts sont identiques en tout point et il n'existe pas de différenciation du produit. Les acheteurs sont indifférents quant à l'identité de l'offreur. L'absence de barrière à l'entrée, il n'existe aucune barrière juridique, technique, commerciale ou financière empêchant de nouvelles firmes de pénétrer ou de sortir sur le marché. La théorie néoclassique de la valeur établit que l'utilité marginale d'un bien explique son prix. L'utilité totale d'un bien se définit comme la satisfaction globale d'un bien. Par exemple, boire de l'eau quand on a soif. L'utilité marginale d'un bien est la satisfaction individuelle procurée par une unité supplémentaire du bien. Par exemple, le supplément de satisfaction à chaque verre d'eau. En raison de l'intensité décroissante des besoins au fur et à mesure de la consommation, on peut énoncer la loi de l'utilité marginale décroissante avec la quantité consommée. Par exemple, l'utilité marginale du premier verre d'eau est plus forte que celle du deuxième verre d'eau, et ainsi de suite, car la soif diminue au fur et à mesure de la consommation d'eau. Ainsi, l'utilité totale croît, mais l'accroissement de la dernière unité, c'est-à-dire l'unité marginale, est de plus en plus faible pour les biens qui existent en quantité illimitée. C'est pourquoi un bien rare, comme par exemple le diamant, a une utilité totale insignifiante, mais du fait de sa rareté, il a une forte utilité marginale et donc un prix élevé. Au contraire, un bien abondant, comme par exemple l'eau, a une utilité totale élevée, mais comme son abondance permet une satisfaction facile, son utilité marginale est très faible et donc également son prix. C'est donc l'utilité marginale qui détermine la valeur marchande, c'est-à-dire son prix. Merci pour votre attention.